Bien, bon, cher collègue, il est parti, Marcel Rogemont? Non, il est là. Bon, nous allons débuter donc cette matinée de travail avec l'audition donc de Monsieur Jean Voirin, secrétaire général de la Fédération nationale CGT des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle. Monsieur Denis Fouqueret, secrétaire général du syndicat français des artistes interprètes CGT, Monsieur Marc Slipper, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens CGT, Monsieur Daniel Edinger, secrétaire général du syndicat français, Edinger, très bien, des réalisateurs CGT, et Madame Sylvie Eyard, secrétaire générale du syndicat national des artistes plasticiens CGT. Bon, vous êtes trop habitués à nos arcanes pour ignorer ce qu'il se passe. C'est donc une audition. Il y a donc un président de séance et puis il y a surtout le rapporteur. Je dis surtout parce que comme c'est à lui que reviendra l'insigne honneur de rédiger le rapport, c'est l'homme important. Un certain nombre de collègues participeront sans doute un peu à tour de rôle à nos auditions. Je salue la présence pour l'instant de Marcel Rogemont, qui est avec nous. Alors, le plus simple, si vous en êtes d'accord, et peut-être vous êtes-vous organisé entre vous, c'est que chacune et chacun d'entre vous prenne la parole, dise un peu quelle est son organisation respective, et puis que vous nous fassiez part chacun de votre sentiment sur la problématique qui est la nôtre aujourd'hui, qui porte bien sûr globalement sur l'emploi culturel, artistique, bon, et avec bien entendu les questions liées éventuellement au secteur professionnel, au secteur amateur. Donc la parole est libre. J'imagine que c'est Jean Voirin qui doit commencer. Oui, on va aller à l'essentiel. Vous avez ici, on a veillé à une délégation qui soit représentative du champ de la mission. Autrement dit, les métiers artistiques, d'où la présence de Marc Slipper qui représente les artistes musiciens, mais aussi les chefs d'orchestre, bien évidemment. Denis Fouqueret qui représente les acteurs, actrices, lyriques, choristes, marionnettistes et points de suspension. Je mets des points de suspension pour être sûr de ne pas en avoir oublié, et les danseurs. Daniel Edinger qui représente les réalisateurs, qui ont quelques particularités, mais on va essayer d'aborder toutes ces questions. Et Sylvie Eyard, qui représente les artistes plasticiens, qui ont une particularité importante, puisqu'ils ont un statut de travailleurs non salariés pour l'essentiel de leurs activités. Donc on a pensé qu'il était intéressant de balayer l'ensemble de ces questions. Je vais rapidement vous exposer la façon dont nous avons préparé cette audition. Sur le champ des métiers artistiques, il y a bien évidemment le secteur privé, qui a un certain nombre de particularités. Il y a des contrats à durée indéterminée, bon ça c'est relativement simple. Il y a des contrats à durée déterminée de toute nature, dont bien évidemment ce qu'on appelle vulgairement les salariés intermittents, qu'ils soient artistes ou techniciens. Et puis il y a des problématiques telles que la qualité d'auto-entrepreneur ou bien encore le portage salarial. Il y a d'autre part des personnels qui sont sous statut de la fonction publique, territoriale et parfois d'État, qui concernent notamment les orchestres, les chœurs et les enseignants. On aura l'occasion d'aborder cette problématique-là parce qu'il y a y compris toutes les questions de précarité. Et il y a enfin, je l'ai dit, les travailleurs non salariés. Pour l'essentiel, ce sont les auteurs et les artistes plasticiens. Pour cette séance, nous sommes repartis de vos suggestions, des suggestions de la Commission, avec les questions qui figuraient dans le mail que nous avons reçu le 24 octobre dernier. Et ce qu'on vous propose, c'est de reprendre l'ordre purement et simplement de vos questions, d'essayer d'y répondre de la meilleure façon possible. Pour la commodité des choses, on a regroupé
ces questions par groupe, ce qui fait qu'on va aborder non pas 6 thèmes, mais 3 thèmes. Caractéristiques de l'emploi artistique, atouts, difficultés, les relations employeurs-salariés, la couverture conventionnelle. Ça sera le premier groupe. Ensuite, nous vous proposons qu'on aborde... pardon, j'ai dit une bêtise. Le premier, donc, c'est caractéristiques de l'emploi, c'est la nature des contrats. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, sont les relations employeurs-salariés, la couverture conventionnelle, les rémunérations. Et puis, enfin, en dernier groupe, la protection sociale, qui est un gros morceau, et les problèmes en matière de gestion des parcours professionnels, et tout ce qui touche à la formation professionnelle continue, qui est là aussi un gros morceau. Sur le premier thème, les caractéristiques de l'emploi, on va essayer d'aborder les particularités inhérentes aux artistes. On va commencer par ça, et puis on va aborder la question des droits d'auteur, des droits voisins, et puis des questions aussi importantes que les contrats de vente, les contrats de cession, ou bien encore le travail dissimulé, malheureusement. Je propose que vous démarriez sur la présomption de salariat des artistes, parce que c'est quand même un morceau essentiel par rapport à toutes les problématiques qui sont posées à la Commission. Alors, la présomption de salariat chez les artistes-interprètes, c'est une longue bataille qui démarre à la fin du 19e, avec des artistes qui se mobilisent pour que les artistes de cabaret ne soient plus payés au chapeau. Et on parvient à une loi qui définit cette présomption en 1969. Cette présomption de salariat et le statut de salarié, c'est le seul vrai statut des artistes-interprètes. On parle souvent du statut de l'intermittent ou des intermittents. Ça n'est pas un statut, c'est un régime de protection sociale qui correspond à une réalité, c'est que ces salariés-là sont systématiquement employés en contrat à durée déterminée dit d'usage. Mais ce qui fonde leur protection sociale et leurs conditions de travail et leurs contrats, c'est cette présomption de salariat, c'est ce statut de salarié. Ce qui va, on en reparlera un peu plus tard dans l'audition, mais qui va décliner l'ensemble des droits sociaux, mais également aussi l'ensemble des conventions collectives dont nous dépendons, que ce soit dans le secteur du spectacle vivant ou dans l'audiovisuel et le sonore. Ce statut est remis en cause, mais il n'est pas le seul à être mis en cause, notamment au niveau européen, et Marc en dira un mot tout à l'heure. Les différents statuts qui peuvent exister à travers l'Europe sont remis en cause au nom de la concurrence libre et non faussée entre les entrepreneurs. Nous, au niveau de la France, et la France a été mise en accusation devant la Cour des communautés de justice des communautés européennes sur cette problématique de la libre prestation de services, et non pas de la libre circulation des artistes. Mais des artistes qui ont un statut de travailleur indépendant dans leur pays ont également été remis en cause, leurs accords ont été remis en cause et leur syndicat a été remis en cause, notamment en Irlande. Donc on voit bien qu'un peu partout, on s'attaque à la protection et au statut social des artistes-interprètes. Ce qui a amené nos fédérations internationales, et je vous en donnerai des exemplaires tout à l'heure, à rédiger un manifeste pour la condition de l'artiste et non pas pour un statut de l'artiste, puisque la plupart des pays ont des statuts pour les artistes qui sont différents, mais il s'agissait bien de définir les droits essentiels des artistes-interprètes, quel que soit leur statut social. Et bien évidemment, le statut de salarié en France offre
toutes les protections sociales dont nous avons besoin. Et bien évidemment, au travers de la négociation collective, nous continuons à nous battre, à lutter pour voir de nouveaux droits exister. Ça a été le cas ces dernières années avec 2 accords interbranches qui comprenaient les intermittents, les salariés intermittents, qui leur donnaient une couverture de prévoyance et également, fait tout à fait nouveau, une couverture sur la mutuelle santé. Pour terminer ce point sur la présomption de salariat, ce texte de loi de 1969, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est intéressant de le dire, a donc été remis en cause dans les années 90 par une plainte auprès de la Commission de Bruxelles par une association de producteurs français et d'employeurs français qui ont remis en cause cette présomption de salariat. Je passe les péripéties, mais il y a eu une seule modification de ce texte de loi, c'est en 2004, et donc ce qui est aujourd'hui l'article L7121 du Code du travail qui prévoyait une présomption de salariat quasi irréfragable a été modifié pour tenir compte du statut d'artistes européens qui sont travailleurs indépendants dans leur pays. Nous avons décidé, nos syndicats, de faire jouer la jurisprudence pour encadrer ce texte. Donc nous avons saisi un dossier qui était le dossier d'un chef d'orchestre qui s'appelait Monsieur Hartung, qui venait travailler en France avec des musiciens venant de Bulgarie et de Roumanie, qui étaient payés 20 € par jour de défraiement plus de rémunération. Nous avons porté plainte devant les tribunaux. On a gagné en première instance, on a perdu en cour d'appel, où la cour d'appel nous a dit qu'ils étaient travailleurs indépendants, et on a gagné en cour de cassation. Et cet arrêt jurisprudentiel dit que le sens de la preuve du fait que ce sont des travailleurs indépendants est à l'obligation de l'employeur. En gros, la cour de cassation a jugé qu'il n'était pas possible de dire ils peuvent exercer comme travailleurs indépendants dans leur pays, donc ils peuvent le faire en France. Ils doivent démontrer la preuve que dans leur pays, ils sont inscrits dans les registres du commerce quand ils existent ou similaires et qu'ils exercent bien en tant que travailleurs indépendants. C'est notamment le SNAM, vu qu'il s'agissait d'un orchestre qui a mené cette bataille. On a été très peu suivi par le ministère de la Culture sur cette affaire, et notamment quand nous avons fait appel de la décision de la Cour d'appel. Nous n'avons pas été suivis par le parquet, mais nous avons gagné en cour de cassation. Donc on peut dire aujourd'hui que la présomption de salariat reste encadrée, que la question du travail indépendant commence à avoir un encadrement par la jurisprudence, mais on est très très vigilant parce que nous avons très mal pris. Nous considérons que la présomption de salariat est un des aspects de l'exception culturelle à la française et on veut le préserver. Et nous avons été furieux de voir comment l'ensemble du spectacle vivant et donc des artistes ont été placés au cœur de la directive service sans que notre pays ne s'y oppose. Et donc ça, c'est un recul considérable. On applique aujourd'hui au spectacle vivant notamment toutes les règles de la concurrence, alors que le cinéma et l'audiovisuel en ont été sortis. Je veux dire un petit mot pour rappeler qu'une spécificité du réalisateur de l'audiovisuel et du cinéma, c'est que bien que membre de l'équipe technique de la production cinématographique audiovisuelle, le réalisateur bénéficie de la même présomption de salariat au titre du même article du Code du travail, l'article 71-21-2, en faveur des artistes du spectacle, et que nous bénéficions de cette présomption au titre de l'exécution matérielle, les termes, au titre de l'exécution matérielle de notre conception artistique. Alors cela a été contesté aussi. Il a été contesté que les réalisateurs de l'audiovisuel puissent bénéficier de cet article, et un arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 8 octobre 2009 a confirmé que les réalisateurs de l'audiovisuel sont bien des artistes du spectacle. Alors cela a des conséquences, on le verra plus loin, plus tard, lorsqu'on parlera de l'intermittence et de l'indemnisation du chômage pour les réalisateurs, qui sont à la fois techniciens, à la fois auteurs et à la fois artistes. Alors tu peux peut-être enchaîner sur
droits d'auteur. Oui. Alors, notre syndicat et notre profession, nous sommes donc des salariés, hein, grâce à cet article auquel nous tenons énormément. Nous sommes salariés. Nous sommes essentiellement salariés intermittents, en contrat à durée déterminée d'usage. C'est pas forcément un choix, mais ça, c'est l'état des choses. Il y a quasiment plus de réalisateurs permanents en France. Quelques-uns restent en région à France 3. Nous sommes salariés, mais nous sommes aussi, hein, au titre du code de la propriété intellectuelle, nous sommes auteurs. Et nous avons donc la double qualité d'auteur et de salarié, ce qui pose énormément de problèmes pour les réalisateurs. Nous tenons à nos deux qualités, nous tenons à la défense de notre droit moral et de notre droit patrimonial, mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, nos employeurs, les producteurs, profitent de cette double qualité pour, si vous voulez, jouer l'une contre l'autre. En deux mots, quand vous négociez votre salaire, on vous dit vous êtes auteur, vous allez toucher des droits. Donc, on ne va pas aller trop loin dans le salaire. Vos droits diminuent votre salaire. Et lorsque il s'agit du droit d'auteur, on vous dit, mais vous, dans les sociétés d'auteurs, mais vous êtes salarié, vous avez touché des salaires. Donc, c'est un problème qui existe à la SACD. Il n'y a pas de raison que votre part de droit soit aussi élevée que ceux des autres auteurs. Et nous pensons, pour aller rapidement, que la seule solution pour régler ce problème, c'est la signature, la conclusion de conventions collectives salariales, qu'on verra tout à l'heure, mais les deux choses sont intrinsèquement liées. Voilà. La qualité d'artiste salarié a joué un rôle évident lorsqu'a été, en 1985, voter la loi qui instituait un droit voisin au droit d'auteur. C'est-à-dire que, comme salariés, nos droits de propriété littéraire et artistique sont liés au contrat de travail. D'ailleurs, nous avons des passerelles entre le Code du travail et le Code de la propriété littéraire et artistique sur un certain nombre d'articles qui lient les deux. Donc nous sommes dans une situation où l'artiste, lorsqu'il négocie son contrat de travail pour tout acte qui va relever de droits de propriété littéraire et artistique, est en capacité de négocier ces droits de propriété littéraire et artistique et leur rémunération avec ses employeurs. Ce qui fait que nos syndicats travaillent ardemment à la signature de conventions collectives de travail dans l'enregistrement, dans la production phonographique et la production audiovisuelle, dans la diffusion, qui prennent en compte le travail d'enregistrement et la rémunération de nos droits de propriété littéraire et artistique. C'est un débat très important parce que c'est une position singulière qu'occupent nos syndicats sur le champ de cette négociation. C'est d'ailleurs une situation qui est des fois délicate avec des sociétés civiles qui veulent être les seuls représentants des artistes au nom des droits de propriété littéraire et artistique. Donc il y a toute une série d'accords collectifs que nous avons signés qui génèrent ces rémunérations. Ces rémunérations de la propriété littéraire et artistique liées à ces contrats de travail peuvent être des salaires et peuvent être des bénéfices non commerciaux. Nous avons, selon le temps où ces rémunérations sont données, la proximité avec le travail d'enregistrement et les conditions dans lesquelles notre enregistrement va être utilisé dans une diffusion, rediffusion, etc. Nous avons défini des règles où tantôt c'est du salaire et tantôt c'est des droits, des bénéfices non commerciaux. C'est un point important. Il y a des fois des URSSAF qui descendent dans un certain nombre d'ensembles permanents ou de structures et qui vont requalifier les BNC en salaire, ce qui va poser des problèmes sur les budgets de ces structures. C'est un problème sensible. Nous sommes très attachés à cette distinction, mais nous sommes très attachés à ne pas faire basculer toute
toutes ces rémunérations dans des BNC, parce que la notion de salaire est importante. Et de la même façon, vu les équilibres d'un certain nombre d'endroits de production et des conditions dans lesquelles sont utilisés notre travail pour l'enregistrement, nous ne voulons pas non plus que les BNC basculent tous dans le salariat. Donc nous avons une position équilibrée, un peu très précise, sur lesquelles on souhaite pouvoir continuer d'exercer notre profession. Ben, je peux préciser le distinguo. Oui, oui. Un mot. Tu veux poser sur ce... Je demandais à Marc s'il était possible qu'il nous explique un peu mieux que ce qu'il a fait jusque-là, le distinguo entre le bénéfice non commercial et le salariat, c'est-à-dire à partir de quand et que concrètement qu'on comprenne. Parce que là, formellement, bien, d'accord, mais moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Denis apportera des précisions. On a signé une convention collective nationale de l'édition phonographique. Cette convention collective entérine et couvre pour l'ensemble des artistes l'enregistrement et l'utilisation de l'enregistrement. Alors pour les musiciens, le mode de rémunération est le suivant. Nous avons un cachet d'enregistrement qui couvre l'enregistrement et la première utilisation qui est la vente, qu'elle soit la vente d'exemplaires physiques ou d'exemplaires numériques. Puis, nous avons des rémunérations au moment de l'enregistrement du droit d'utiliser. Le Code de la propriété littéraire artistique nous reconnaît un droit d'autorisation des utilisations qui doivent générer des rémunérations. Donc, lorsque nous signons notre contrat de travail avec le producteur qui va enregistrer et qui va utiliser l'enregistrement, nous avons des rémunérations au moment de l'enregistrement, donc qui sont liées à la période de travail, de l'autorisation et qui sont donc des salaires. Et puis, la convention collective, elle entérine des rémunérations proportionnelles aux recettes d'utilisation. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une utilisation, le producteur qui a les autorisations de l'artiste va voir les utilisateurs et monnaie l'utilisation des enregistrements. Ces rémunérations-là, donc, qui sont un pourcentage des recettes d'utilisation, sont des bénéfices non commerciaux parce qu'ils ne sont pas liés directement au travail d'enregistrement que nous avons fait, mais à l'utilisation de ce travail. Alors, on a parlé de la présomption de salariat et la place de l'artiste. Un mot quand même sur ce qu'on appelle dans nos secteurs d'activité le contrat de vente ou le contrat de cession de droit d'exploitation d'un spectacle. Les producteurs, nos employeurs, contractent avec les artistes-interprètes des contrats pour un spectacle, des contrats qui engagent l'artiste-interprète pour la durée d'un spectacle. Il arrive très souvent que quand nous jouions dans des lieux, ce producteur-là va céder les droits d'exploitation de spectacle à ce lieu. Et donc, ce n'est pas le lieu qui va organiser la représentation qui va nous rémunérer, mais le producteur qui a signé le contrat de cession. Donc, je vais préciser les choses. C'est un fléau. Pourquoi c'est un fléau ? Dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, qui sont les entreprises subventionnées régulièrement par l'État et les collectivités territoriales, nous retrouvons à l'intérieur tous les labels nationaux du ministère de la Culture, c'est-à-dire les centres dramatiques nationaux, les opéras nationaux, les maisons d'opéra, les SMAC, bref, tous les labels nationaux. Donc, qui sont financés majoritairement par l'État et les collectivités territoriales et qui sont au cœur de missions de service public. Le rapport de branche nous montre qu'ils sont à moins de 10% employeurs des artistes qui jouent les spectacles dans leur lieu, qui sont produits par eux, qui font partie des créations qui font toute l'année. Et l'emploi, on va le retrouver dans les compagnies, on va le retrouver dans les petites structures par l'intermédiaire du contrat de cession. C'est-à-dire ceux qui touchent massivement des financements publics pour des missions de service public
dont l'émission de service public devra entraîner des responsabilités au niveau de l'emploi, notamment des artistes, eh bien, par le système des contrats de vente et des contrats de cession, ont fait reporter soit sur des compagnies structurées, des orchestres indépendants structurés, soit même sur des jeunes musiciens, par exemple, le fait de dire tu peux jouer chez nous, mais il faut que tu aies une structure parce qu'on veut signer un contrat de cession. Par exemple, si on prend un secteur que je connais bien sur la musique, que sont les scènes de musique actuelles, financées par l'État et les collectivités territoriales, moins de 10% des emplois artistiques de musiciens qui passent dans les SMAC sont directement liés à un emploi entre la SMAC et les artistes. Or, comme ce sont des jeunes groupes, dans la formation qu'on donne à ces jeunes, qu'on découvre, etc., la première chose qu'on leur apprend, c'est de créer leur propre entreprise, c'est-à-dire de s'auto-employer à travers des entreprises, alors que nous pensons que c'est la responsabilité du service public, des financements publics, d'assurer l'emploi. Et ça a des effets fondamentaux sur l'application des conventions collectives. Pourquoi ? Le contrat de cession, il va en général couvrir les salaires minimums prévus par la convention collective. Mais une convention collective, ce n'est pas que des salaires minimums. Nous avons donné un corps social à nos conventions collectives, avec des cotisations prévoyance, avec des compléments santé, avec des aides au paritarisme, avec des structures qui s'occupent des activités sociales et culturelles de comités d'entreprise qui sont mutualisés dans une branche, parce qu'on a 97% d'entreprises de moins de 10 salariés. Et donc, on est dans une situation là où d'abord, le financement public et les missions de service public n'obligent pas ceux qui en bénéficient à être l'employeur des artistes qu'ils utilisent, et deuxièmement, qu'il y ait un outil de détournement de l'application des conventions collectives. Pour nous, c'est quelque chose d'essentiel qui joue sur la fluidité totale de l'emploi. Et j'ai terminé. Juste enfoncer un petit clou. D'abord, ce qu'a développé Marc par rapport aux jeunes musiciens est exactement le même problème qu'on a pour les comédiens, les danseurs, les chanteurs, etc. Mais ce qui nous paraît aberrant, c'est que dans les cursus des écoles supérieures, notamment que ce soit les écoles d'art dramatique ou on a vu ça au CNAC, au Centre national des arts du cirque, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cours ou une information sur l'environnement social des artistes-interprètes, on expliquait aux jeunes futurs artistes-interprètes comment monter leur entreprise, c'est-à-dire leur compagnie. C'est quelque chose qui est aberrant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore entrés dans le métier, qu'on leur dit plutôt créez votre compagnie que rejoignez une équipe existante et de les sensibiliser à la façon dont on se présente, dont on auditionne pour se faire engager en tant qu'artiste. Donc là, il y a un vrai souci. Alors, je voudrais intervenir sur justement ce problème de présomption de salariat. Bon, les plasticiens sont donc des travailleurs indépendants qui sont non salariés, donc, mais néanmoins assimilés au régime général par leur statut social, essentiellement Maison des artistes et AGSA. Nous avons néanmoins quelques problèmes par rapport à ça. Ce sont les artistes qui sont employés régulièrement. Bon, je vais donner quelques exemples. Par exemple, des graphistes qui ont été massivement sortis du salariat, qui doivent fournir des prestations, mais qui sont régulièrement employés pour des travaux techniques et d'exécution. Ce sont aussi les artistes qui sont enseignants de façon régulière, mais à qui on demande de faire des factures. Mais nous avons aussi des artistes qui travaillent comme assistants pour d'autres artistes plus célèbres qu'eux, et nous n'avons aucun recours pour l'instant face à cette situation qui devra être réglée, je pense, dans les temps à venir. Voilà. Je voudrais simplement compléter sur le contrat de cession. Le contrat de cession peut être légitime. C'est-à-dire qu'on est dans une tournée,
qu'on a signé avec un producteur pour une tournée et qu'on passe par une succession de scènes nationales, etc., on peut comprendre que c'est légitime. Le propos n'est pas de remettre en cause le contrat de cession. Le propos est de dire il y a abus dans l'utilisation du contrat de cession et du contrat de vente qui fragilise totalement la structuration de l'emploi artistique dans notre pays. Voilà, ce que je vous propose, c'est que sur cette partie-là, si vous avez des questions à poser, toutes les questions sont bonnes, on tentera d'y répondre. Marcel est comblé. Monsieur le rapporteur, vous préférez qu'on fasse les 3 parties ou qu'est-ce que... C'est le rapporteur qui commande. Sans vouloir... Non, c'est le président. Mais sans vouloir relancer sur... je serais tenté de demander à M. Slipper s'il pouvait résumer son message. Il dirait quoi? Eh bien, pour résumer son message, c'est que l'outil qui est un contrat de cession ou un contrat de vente ne peut pas s'imposer à tous les modes d'emploi dès lors qu'il y a un lien de subordination direct entre le lieu où on va jouer et l'artiste-interprète qui va jouer en termes de répétition et d'utilisation. Et que c'est un détournement de fait de rapport salarial entre un employeur et un artiste et que l'abus de ces contrats amène tous les artistes à être obligés de créer leur entreprise. Et il y a la logique, une subvention publique, une entreprise. Il y a la logique, un contrat dans des lieux subventionnés, une entreprise pour l'artiste, qui est la pire des choses parce qu'elle n'a pas de sens. Parce que les artistes, ils exercent leur métier en équipe, en groupe, en compagnie, en orchestre, et que cette logique-là crée des liens de subordination avec l'employeur réel qui n'a pas à se camoufler derrière le contrat de vente pour ne pas assumer ses responsabilités. On pense également qu'on devrait encourager les entreprises qui ont des cahiers des charges de service public à engager directement des metteurs en scène pour monter leur spectacle sans que ceux-ci aient besoin de créer leur propre structure. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes artistes, les jeunes metteurs en scène. Trop souvent, on leur tient le discours, tu montes ta compagnie et ensuite on verra ce qu'on peut faire. Et de toute façon, comme je siège parce qu'il y a aussi les comités d'experts organisés par les DRAC, où finalement les directeurs de scène nationale, des entreprises artistiques et culturelles sont à la fois jugés partis sur les artistes qu'ils vont aider ou pas, en fonction des programmations. Donc il y a un moment donné où la responsabilité de l'entreprise artistique et culturelle qui a un cahier des charges, cette responsabilité devrait l'amener à engager les metteurs en scène et donc les artistes-interprètes qui vont travailler pour eux directement sans passer par un contrat de vente. Puis dernier point, nous constatons que cet outil-là, oui non mais on termine là-dessus, cet outil-là est le frein majeur à reconstituer des équipes permanentes dans les grands équipements nationaux, dans les institutions et dans les grands labels. Et quand on parle de CDI, CDD, la question de la précarité, rien ne justifie le fait qu'on ne soit plus capable de recréer des équipes permanentes d'artistes dans ces lieux. Et les contrats de vente et les contrats de cession et les coproductions, les co-réalisations sont des outils à ce qu'on redonne dans notre pays, sur des missions de service public et sur des labels nationaux, la place aux équipes permanentes d'artistes. C'est assez complexe, mais si j'ai bien compris, les contrats de vente et les contrats de cession sont prévus, envisagés dans les conventions collectives. Non, elles font partie de relations commerciales. Elles sont gérées par les tribunaux commerciaux. Un contrat de vente et un contrat de cession ne relèvent pas. Les conventions collectives, les détournements des conventions collectives, l'application des conventions collectives, c'est la juridiction prud'homale. Le contrat de vente et le contrat de cession, c'est le tribunal du commerce. C'est un rapport commercial entre deux entreprises. Même la plus petite d'un artiste qui fait un one-man show et qui a monté sa boîte, donc qui est le seul sur scène à qui on dit de monter une entreprise, c'est une entreprise dès lors qu'elle va signer un contrat de vente et un contrat de cession.
C'est pour ça que nous disons, c'est aussi un détournement de la... C'est ce qui me semblait, c'est pour ça que je posais la question. Mais il me semblait qu'à un moment, vous avez dit, mais on est sur les deux registres en même temps. C'est-à-dire que le contrat de vente... salariat et le... Non, pas du tout, pas du tout. On peut rester salarié. L'artiste n'est pas fort. Vous savez très bien que c'est pas lui l'employeur de la structure qui va monter. On va créer une association, loi de 1920. On va trouver quelqu'un dans son entourage pour en être le président, d'avoir un bureau où on n'est pas dans le bureau. Et puis on va faire fonctionner cette association de loi de 1901 qui est une entreprise qui va donc signer les contrats de cession. Et l'artiste, qui est au cœur du projet, va être employé, va être salarié par l'association. Voilà. Dans certains cas, je le dis, ça se justifie, parce qu'on est en phase d'entité structurée, d'entreprises de production, qui des fois d'ailleurs ne sont pas des associations, peuvent être des SA, etc., où là on est dans la légitimité. Mais il fait florès dans ce pays d'imposer, dès lors qu'on a un concert dans la plus petite salle de spectacle qu'on peut poser, à l'artiste de venir signer un contrat de vente et un contrat de cession, et donc de monter une structure, une entreprise de production, ce qui fait que dans notre pays, 97% des entreprises de spectacle ont moins de 10 salariés. Et on a florès, il suffit de regarder les commissions d'attribution des licences, du nombre de licences qui sont demandées. Et nous pensons que au moins le financement public, au moins les missions de service public et les cahiers des charges doivent donner des responsabilités à ces entreprises subventionnées qui assument des missions de service public en termes d'emploi et d'emploi direct. Merci. Jean-Patrick, je suggère qu'on passe à la deuxième partie. On va passer à la deuxième partie, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se débrouille pour essayer de vous faire une petite note manuscrite, la plus explicite possible, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Nous, on est des initiés, hein, bon, mais je vous propose qu'on vous fasse une petite note qui vous permette de vous y retrouver dans tout ça. Le deuxième thème, on aura l'occasion de l'aborder avec les conventions collectives. Le deuxième thème porte essentiellement sur relations employeurs-salariés, couverture conventionnelle et le montant des rémunérations. Brièvement, nous avons une couverture conventionnelle qui, sans remonter à trop loin, qui depuis 2003, je prends 2003 à bon escient, chacun a compris ici pourquoi, qui depuis 2003 s'est sérieusement amélioré. On a des accords collectifs désormais dans le spectacle vivant, public et privé. Tout le secteur subventionné est couvert, aussi bien pour les personnels techniques que pour les personnels artistiques. On vient d'obtenir, après 6 ou 7 ans de négociations difficiles, un accord collectif sur l'ensemble du champ du spectacle vivant privé, qui est en voie d'extension. J'ouvre une parenthèse parce que c'est suffisamment rare pour être noté. Cet accord collectif a été signé par toutes les parties, unanimement, sur un secteur donc très important. Pour ce qui concerne le cinéma et l'audiovisuel, nous avons une couverture conventionnelle qui, là encore, s'est fortement améliorée, avec, sous réserve d'inventaire, quelques lacunes et quelques difficultés. La première lacune, c'est par exemple les jeux vidéo. Vous savez que pour les jeux vidéo, les artistes sont employés régulièrement. C'est un secteur en pleine expansion où il y a un vrai savoir-faire français. Et ce secteur mérite d'être régulé socialement. On a une difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'organisation d'employeurs. Mais quand il n'y a pas d'organisation d'employeurs, on peut peut-être inciter à ce que les employeurs s'organisent. La deuxième lacune concerne la situation des réalisateurs dans la production audiovisuelle. Tous les techniciens sont couverts à l'exception des réalisateurs, ce qui est bien évidemment dommageable. Troisième secteur, la production cinématographique, où nous avons conclu 2 titres
pour des clauses générales, donc le titre 1, et des dispositions concernant les techniciens et les réalisateurs, là dans le cinéma. Ce texte a été signé par la quasi-totalité des organisations syndicales de salariés représentatives, à l'exception de la CFDT, et est actuellement dans les tuyaux en vue de son extension. On aura sûrement l'occasion de raborder cette question-là. C'est le champ historique, le cinéma, et c'est un champ sur lequel on était en négociation pour cette convention collective depuis 1982. Vous voyez donc, si on arrive au bout. Alors, une fois qu'on aura l'extension, si tant est qu'on l'ait, parce qu'il y a une partie des producteurs de films qui partent du principe que la loi ne s'applique pas à eux. Vous savez, il y a des catégories comme ça. Ils considèrent qu'une convention collective, ça empêche la création. On a tendance à penser tout le contraire. Mais une fois qu'on aura réglé pour les personnels techniques, techniciens, ouvriers et réalisateurs, il restera toute la partie artiste-interprète à négocier. Et subsidiairement, il peut y avoir, y compris d'autres catégories, je pense par exemple aux acteurs de complément qui peuvent être concernés. Et puis je vais m'en arrêter là, il y a toute la problématique d'une couverture conventionnelle pour les artistes plasticiens qui sont actuellement les parents pauvres. Enfin, je serais tenté de dire que ce sont les catégories professionnelles les plus flexibles, les plus précaires. Et nous pensons que de ce point de vue, il faut qu'il y ait des initiatives pour que ces catégories professionnelles soient traitées dignement. Parce qu'actuellement, ce n'est pas très digne comme situation. Vous le savez, il n'y a pas d'assurance. Comme ils n'ont pas le statut de salarié, ils n'ont pas d'assurance chômage, ils ont un système de retraite où il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc là, il y a un gros, en matière, par exemple, d'accès à l'assurance maladie, maternité, etc., c'est pas simple. Il y a là pour les artistes plasticiens un véritable chantier social à ouvrir. Ça, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un truc très important. On ne peut pas maltraiter des professionnels comme c'est le cas pour ces catégories. Voilà, en quelques mots. Je pense que si vous avez des questions, on peut aborder. Oui, tu vas compléter, Daniel. Simplement, j'attire l'attention de la Commission sur le fait que nous avons des notions qui sont qui sortent un petit peu du commun quand on parle de ces questions-là. Il y a la notion de cachet pour les artistes-interprètes. Qu'est-ce qu'un cachet? C'est pas seulement pour éviter d'avoir mal à la tête. Dans le domaine social, c'est autre chose. Il y a la notion de service, et puis il y a un certain nombre de structures un peu particulières. Je pense au guichet unique qui permet, dans le secteur non professionnel, le versement des cotisations sociales, ce qui est quand même tout à fait élémentaire. C'est une innovation que nous avons faite et qui permet, par ailleurs, bien évidemment, de distribuer des droits. En matière conventionnelle, nous avons également une avancée dans le champ de l'édition phonographique, puisque nous sommes parvenus, ce n'était pas évident du tout, à la conclusion d'une convention collective nationale qui a été depuis lors étendue, et nous avons un certain nombre de textes conventionnels dans le secteur des loisirs pour les artistes, dans les parcs de loisirs, qui est également un secteur d'emploi. Voilà. Mais peut-être que vos questions vont permettre de compléter. Tout d'abord, sur les plasticiens, je pense que c'est un sujet qu'on va reprendre. Hein, donc, j'ai bien perçu les difficultés. Alors, on a bien vu tout à l'heure
la présomption de salariat, mais justement, la question des plasticiens, c'est sous quel statut on pourrait s'appuyer, ou ils voudraient s'appuyer. C'est un peu là qu'il y a une difficulté pour construire finalement ce qui a été fait dans les autres secteurs. Vous avez évoqué dans votre premier propos justement question des auto-entrepreneurs, du portage salarial. Enfin, je comprends que vous aviez une réflexion là-dessus. Puis vous m'avez ouvert une autre porte sur le recours au GUSO. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'élargir? À qui? Voilà. Est-ce que vous avez des propositions en ce sens-là? Et puis il y a la question entre le GUSO et le recours aux conventions collectives. Mais je serais tenté de dire, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout bien saisi ce que vous avez indiqué sur. Vous aviez des propos assez positifs sur les conventions collectives. Est-ce que vous pourriez préciser, si vous avez vraiment le sentiment que les choses se mettent en place, se déroulent bien? Bon, il y a des choses positives et moins sur certains secteurs. Donc, là, vous avez dit les choses assez nettement. Mais globalement, vous trouvez qu'il y a une avancée très, très nette sur le recours aux conventions collectives, leur développement. Vous pourriez me dire un mot aussi sur le dialogue social, puisque c'est en évolution. Si c'est des secteurs où le dialogue social est assez riche, s'il y a des avenants qui sont pris, etc. Daniel ensuite doit dire un mot. De la façon la plus explicite. Tu veux juste compléter la question, si vous permettez, Jean. Oui, je souhaiterais juste compléter parce que vous avez parlé de la notion justement de cachet. Vous avez parlé d'un certain nombre de notions et notamment celle de cachet. J'aimerais justement connaître que vous alliez un petit peu plus loin, que vous développiez cette notion, les satisfactions, les limites, voilà, pour qu'on aille un peu plus loin dans la discussion. Je vais le faire. Je vais le faire si vous voulez bien. Donc. Il y a deux notions importantes pour les artistes-interprètes, notamment dans le spectacle vivant, c'est la notion de cachet et la notion de service, où il y a souvent une très grande confusion. Le service, c'est un service de travail qui est prévu par les conventions collectives qui encadrent la durée de la période de répétition, donc c'est un service de répétition, le service de représentation qui va couvrir la représentation, etc. La notion de cachet est une notion complètement différente qui est un mode de déclaration de l'activité. C'est-à-dire, on trouve dans le Code de la sécurité sociale des définitions du cachet, hein, ça vient de là, c'est là qu'on le trouve, le nombre d'heures qui est lié au cachet est un forfait qui prend en compte le travail individuel de l'artiste pour pouvoir répondre à l'emploi et pour pouvoir être en condition d'apprendre une pièce et de la jouer, de jouer de son instrument, de danser et de jouer de son corps, etc. Donc, c'est bien un forfait pour les artistes-interprètes, notamment, qui prend en compte cette période-là de travail personnel qui est nécessaire avant de pouvoir signer un contrat de travail. La notion de service, elle, est complètement différente. C'est le travail réel qui va être effectué par l'artiste-interprète, donc la durée réelle du travail pour une répétition, pour une représentation. Ce distinguo est très important. Je prends deux exemples. Premièrement, premier distinguo, c'est bien un forfait. Donc, ce n'est pas lié à du travail effectif. Ce qui fait que, par exemple, on voit des gens qui s'expriment en disant, bon voilà, on a un cachet de 12 heures, je parlerai après des cachets. Donc, si on veut voir s'il est conforme au Code du travail, on va discuter le montant du cachet, on va diviser le montant du cachet par 12 et on va regarder si on est en dessous ou au-dessus ou égal au SMIC horaire. Or, ça n'est absolument pas cette notion-là. C'est bien un forfait pour prendre en compte le travail individuel d'un artiste-interprète, de la personne qui est déclarée sous forme de cachet, et ça a des effets essentiels. Je vais prendre un exemple pour qu'on se comprenne bien. Dans certains cas, on a des employeurs qui sont sûrement de bonne foi, parce que c'est à la même incidence financière, mais qui déclarent l'activité d'un artiste à l'heure. Moi, je l'ai engagé pour faire 3 heures, un concert qui va durer 3 heures. Je le déclare 3 heures.
c'est le même salaire, c'est les mêmes charges sociales. Et puis, normalement, les conventions collectives ont prévu qu'ils soient déclarés pas à l'heure, mais sous forme de cachet, c'est-à-dire un cachet pour la représentation. À la sécurité sociale, le cachet, il est pris en compte pour 16 heures. Si je suis déclaré en cachet pour ouvrir mes droits à l'indemnité sécurité sociale si je tombe malade, si j'ai un accident du travail, si je suis une femme et que j'ai une période de maternité, je vais devoir faire 200 heures de travail par trimestre. Le cachet à la sécurité sociale vaut 16 heures. Donc si j'ai fait 13 représentations dans un trimestre, j'ouvre mes droits. Si je suis déclaré à l'heure, où on compte 3 heures, il va me falloir 67 représentations sur 3 mois pour ouvrir mes droits à la sécurité sociale. Donc cette notion de forfait qui prend en compte le travail de l'artiste-interprète, son travail individuel pour répondre à l'emploi, est une notion fondamentale pour nous qui doit être mise à sa place en faisant le distinguo entre le cachet et le service. C'est ce qu'il y a dans la convention collective. Collective et les dispositifs sociaux. C'est vrai pour la sécurité sociale, ce que Marc vient de rappeler, mais c'est vrai également pour l'assurance chômage. C'est pour ça que cette notion de cachet est très importante, parce que c'est prévu par les conventions collectives pour les personnels concernés. Entre parenthèses, les cachets, ça existe également pour les réalisateurs, mais l'important, c'est y compris le lien avec l'ouverture des droits en matière de couverture sociale. Vas-y, tu complètes. Oui, je voulais compléter parce que excuse-moi, la notion de cachet, Marc l'a expliqué, déconnectée des heures de travail effectif. Seul, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment que ce soit clair dans toutes les têtes, y compris chez les salariés que nous défendons, c'est pas toujours clair. Seules les caisses sociales ont des correspondances du cachet en heures pour pouvoir calculer l'ouverture de droits. Marc disait que pour la sécurité sociale, ça pouvait aller jusqu'à 16 heures. Pour d'autres caisses de protection sociale, ce sera 8, 12 points de suspension. Ce sont les caisses qui définissent ce qu'est l'équivalence horaire d'un cachet. Et c'est tellement important que si, sur la feuille de paye, nous avons des heures à côté de la notion de cachet, eh bien, la caisse sociale prendra ces heures-là comme condition d'ouverture et non pas la règle qu'elle se sera donnée. Donc, là j'ai pas compris. Là. Par exemple. Là, non, mais ce que j'ai pas compris, c'est l'expression « ce sont les caisses qui définissent ». Oui, ce sont les caisses sociales, sécurité sociale, caisse d'assurance chômage, ACDIC, ou Pôle emploi, qui définissent le nombre d'heures que vaut un cachet et dans quelles conditions. Une fois pour toutes. Hein? Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Pas au cas par cas. Non, une fois. Alors, par exemple, vous avez le Pôle emploi, l'assurance chômage, l'UNEDIC, prend en compte un cachet pour 8 ou 12 heures selon qu'il est consécutif ou pas, avec des règles qui vont définir ce qu'est un cachet isolé, ce qu'est un cachet consécutif. La sécurité sociale va définir le cachet pour 16 heures. Le même cachet. Le même, ok ? Donc, ce sont les caisses sociales qui vont définir la règle d'équivalence du cachet par rapport au nombre d'heures qui vont permettre de calculer si l'artiste ouvre ses droits ou pas. Sur les conventions collectives, nous avons, en fonction des catégories professionnelles, un acteur ou un danseur ne travaille pas de la même façon qu'un chanteur ou un musicien. Les musiciens ont une règle qui est historique, c'est comme ça qu'ils ont toujours abordé les questions d'organisation du travail et de la rémunération. Un service égale un cachet égale une représentation ou une répétition. Donc, on est dans cette règle-là. Les acteurs, pour monter un spectacle, pour monter une pièce de théâtre, nous avons besoin de plus de temps de répétition. Donc, nos services de répétition ont toujours été mensualisés. Nous sommes aujourd'hui, du fait de la réduction des contrats de travail, des périodes de répétition, en train de travailler à ce que lorsque le cachet est isolé,
il soit rémunéré sous forme de cachet parce qu'il y a là une précarité. Mais lorsque nous sommes embauchés sur plusieurs mois de travail, c'est-à-dire en fait la convention collective, que ce soit le spectacle vivant privé ou le spectacle vivant subventionné, prend en compte la durée du contrat. En deçà de 1 mois de contrat de travail, on est rémunéré au cachet et au service de répétition. Au-delà d'1 mois de travail, nous sommes mensualisés, comme n'importe quel travailleur, lorsqu'il a un contrat à durée déterminée dans une entreprise, parce que le cachet, là, ne se justifie pas. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas par moment intérêt même pour le salarié, enfin intérêt peut-être à court terme, à sortir de la logique de cachet pour mieux négocier le taux horaire? On va l'aborder après. Si vous Attendez, si vous le permettez. Si vous le permettez. Monsieur, je vous passe la parole. Je vous passe la parole. Juste, je vous prie de m'excuser de troubler l'enthousiasme général, mais il nous reste 25 minutes. Voilà, donc si vous voulez, on globalise un peu parce qu'en plus, on a un certain nombre de nos collègues qui probablement souhaiteraient vous interpeller. Donc si vous pouvez faire des petits schémas rapides et après, comme ça, on réouvre le dialogue. Merci. Attendez, je vais essayer d'être bref. Cette affaire de cachet concerne l'indemnisation du chômage. C'est une vraie question. Je pense qu'on peut y revenir quand on parlera précisément des annexes. Mais sur la couverture conventionnelle, Jean Voirin a dit que la situation s'améliorerait d'une manière globale, générale depuis 2003. C'est vrai de manière globale, mais il y a une exception énorme qui confirme la règle, c'est que les réalisateurs de l'audiovisuel comme du cinéma, c'est quand même énorme, qui sont les maîtres d'œuvre de la production audiovisuelle ou du film cinématographique, ne bénéficient d'aucune couverture conventionnelle. Aucune. C'est-à-dire que le salaire minimum légal d'un réalisateur, c'est le SMIC. Et que de nombreux producteurs ne s'en privent pas, notamment dans l'audiovisuel. Ça, on l'oublie, c'est une affaire. Ça fait des années que cette chose perdure. D'ailleurs, M. Kert en est très au courant, je le sais, très au courant de cette affaire. Heureusement, il l'a dit, Jean Voirin, nous avons signé un accord avec une chambre syndicale dans le cinéma. Nous espérons que cet accord sera étendu. S'il est étendu, ça sera une percée historique. Ça sera la première fois, depuis que le cinéma existe, qu'il y a un salaire minimum pour le réalisateur de cinéma. Mais le cinéma ne représente que 10% de l'activité des réalisateurs. Donc il y a un énorme trou sur les réalisateurs. Je tiens beaucoup à ça parce qu'on ne voit pas comment la chose va s'arranger pour la raison très simple que les producteurs n'ont pas intérêt, les employeurs, à ce qu'il y ait une convention, puisque comme le réalisateur a la double casquette auteur-salarié, lorsqu'il paye sous forme de droit d'auteur, l'employeur verse 1% de cotisation aux caisses sociales. Lorsqu'il paye en salaire, il verse 46% de cotisation aux caisses sociales. Donc il y a un détournement de cotisation. Je ne veux pas aller plus loin parce que le temps est limité et on n'est pas là sur une réunion sur les réalisateurs, mais sachez que c'est un énorme problème. Il y a un détournement de cotisation sociale et il y a un dévoiement du droit d'auteur à telle enseigne, et je termine là-dessus, que pour la première fois, la SACD, la SACEM et la SCAM, les 3 sociétés d'auteurs qui regroupent l'ensemble des réalisateurs en France, ont pris position officiellement et ont écrit au ministère du Travail pour soutenir l'extension d'une convention collective pour les réalisateurs, alors que ce n'est pas réellement leur domaine, le salariat, puisqu'ils ont le droit d'auteur. Mais ils se sont aperçus, les sociétés d'auteurs, que si on ne définit pas le périmètre du salariat du réalisateur, qu'est-ce qui est couvert par le salaire, et ça ne peut être défini que dans une convention collective. Si ce n'est pas le cas, alors il y a un dévoiement du droit d'auteur qui est versé à droite, à gauche, et qui ne correspond plus au but du droit d'auteur, qui est la rémunération proportionnelle à l'exploitation, à la recette de l'exploitation de l'œuvre, et qu'on paye du travail avec du droit d'auteur, ce qui est illégal. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais j'essaie d'être rapide. Merci. Je vais répondre en 2 mots sur le GUSO, dont vous savez que c'est une revendication de notre fédération depuis 1976 et qu'il a démarré en décembre 1999. Donc, des fois, ça vaut le coup d'être tenace.
le GUSO, aujourd'hui, il y a 2 champs. Tous les champs du GUSO sont obligatoires. On est bien d'accord. On rend obligatoire la déclaration des activités par le GUSO. Donc le premier champ, vous le savez, qui a été créé, celui des occasionnels et des particuliers. Et le deuxième champ qui a été créé en 2004 et 2005, c'est toutes les entreprises qui ont une activité principale qui n'est pas le spectacle, mais qui peuvent organiser régulièrement le spectacle. C'est une avancée considérable et ce champ est obligatoire. Ça commence à fonctionner à peu près, ça met du temps. Il y a des freins du côté du champ numéro 2, du côté des collectivités publiques, je le dis, qui des fois ne passent pas par le GUSO et détournent l'application obligatoire du GUSO, je le dis au passage. Nous sommes contre l'extension du champ du GUSO. Pourquoi nous sommes contre l'extension du champ du GUSO, c'est-à-dire de faire rentrer toutes les entreprises de spectacle vivant, vu qu'ils s'adressent au spectacle vivant, dans le champ du GUSO. Le GUSO est un outil pour les secteurs où il y a des difficultés avec la nature des employeurs. Il y a dans tous ceux qui ont une activité principale autre que le spectacle vivant, c'est dans une entreprise on n'applique pas de convention collective, donc le GUSO répond à ça. Mais le GUSO, c'est un bulletin de salaire simplifié et un contrat de travail simplifié. Nous considérons que toute l'activité conventionnelle qu'on a, de fluidifier la relation avec nos employeurs, ça se caractérise par la négociation et la signature du contrat de travail. Et si on fait passer toutes les entreprises dans le champ du GUSO, c'en est fini de la négociation du contrat individuel et des conditions du contrat, et l'application totale des conventions collectives, y compris dans un contrat, le gré à gré d'amélioration de ce que donnent les minima des conventions collectives. C'est le premier point que je voulais dire sur le GUSO. Après, on a une difficulté sur le GUSO. Vous avez bien voulu, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, adopter en février 2011, pas 1911, mais 2011, un cavalier qui rend obligatoire à tous les employeurs dans le champ du GUSO d'appliquer des conventions collectives. Le GUSO n'applique pas. Le GUSO nous dit c'est le rôle des employeurs, pas du nôtre. Et donc vous pouvez, malgré le fait que le Code du travail ait été modifié sur l'application d'une convention collective, vous pouvez aller sur les plateformes du GUSO pour calculer les rémunérations en disant j'ai un budget de temps, je veux employer tant d'artistes. Le GUSO va vous calculez les charges sociales et le salaire, et ping, on va tomber sur un salaire qui est à 50, 60, 70% des minima des conventions collectives. Il faut trouver une solution rapidement. Merci. Alors, Jean, troisième et dernier volet avant qu'on passe la parole à mes collègues. Je vais être très rapide, parce que je pense que vos questions seront plus bénéfiques, parce que j'imagine que vous avez toute une série de questions à nous poser. La protection sociale dans nos secteurs d'activité. Alors, il y a pas mal de chantiers sur le tapis. Il y en a un qui est en cours actuellement. J'ai vu que l'Assemblée nationale avait, dans le cadre de la loi de finances 2013, adopté un texte relatif à l'accès à la sécurité sociale maladie pour les salariés intermittents. Qui va plutôt dans le bon sens. Cela étant dit, sur cette question qui a été adoptée ou qui va être examinée, je ne sais plus exactement, plus globalement, sur la sécurité sociale, il y a un vrai chantier. Les salariés engagés par intermittence ont des difficultés considérables pour accéder à l'assurance maladie et à l'assurance maternité, ce qui est quand même fort de café comme situation. On a soulevé ce problème-là à l'occasion des problèmes rencontrés à partir de l'assurance chômage. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. L'assurance chômage, sauf erreur de ma part, ça devrait être renégocié en 2013. Et je ne peux dire qu'une seule chose, mais après vos questions viendront compléter, c'est qu'il serait quand même de bon ton que les propositions alternatives au système actuel, celui qui est l'héritage de 2003, confirmé en 2006, les propositions alternatives, autrement dit, qui émanent d'organisations syndicales,
d'associations et même d'élus de tous bords de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il serait raisonnable que ces solutions alternatives soient réellement examinées et négociées à l'occasion des discussions de 2013. Car ce qui nous apparaît évident, c'est que le système de 2003 a fait faillite. Il a fait faillite. Qu'est-ce qu'il a fait? On a viré des professionnels de toute indemnisation chômage. On a précarisé ceux qui ont pu y rester. On a fait rentrer, on a organisé le turnover et le déficit et les permittents, ça continue. Donc tout ça, c'est pas bon. Il faudrait enfin écouter les gens qui sont représentatifs dans le champ. Et puis, pardon? Ben, c'est pour ça que je le dis comme ça. Et puis, on a quand même, dans le domaine social, absolument, dans le domaine social, on a quand même eu, ça a été évoqué tout à l'heure, des avancées très importantes. Dans le domaine de la prévoyance de base et prévoyance santé, puisqu'on a été capable, dans le cadre d'un accord interbranche qui a été étendu, de couvrir de bonne façon la plupart des salariés intermittents. On a un dispositif qui est tout à fait original, puisque, sans entrer dans les détails, les salariés intermittents, par exemple en santé, même lorsqu'ils sont entre deux contrats de travail, ils ont une couverture santé. Ça devrait donner d'ailleurs des idées à d'autres. On a un salarié, il est intermittent, il est hors contrat de travail, il a une couverture santé. Vous voyez, c'est la transférabilité, c'est tout ce discours sur transférabilité, portabilité, que sais-je. Et, pour aller vite, dans le domaine de la formation professionnelle continue, à travers l'AFDAS, c'est ce qu'on a fait depuis 1972. On a construit du droit, et donc on fait du congé individuel, on fait du plan de formation, on fait du congé individuel de formation, on fait du DIF, y compris du DIF prioritaire pour le salarié intermittent, avec un système de transférabilité qui est tout à fait essentiel. Je vais m'arrêter là, si ce n'est que je l'ai évoqué tout à l'heure, que là encore, pour les artistes plasticiens, qui sont les populations maltraitées, il y a des problèmes les concernant en matière de retraite complémentaire qui méritent d'être examinés rapidement. Vous souhaitez sur les artistes plasticiens? Oui, allez-y. Il faut comprendre que c'est une profession qui... il y a un vrai scandale, c'est la gratuité. Je vais prendre un exemple. On parlait des droits d'auteur, par exemple. Il y a un droit qui n'est jamais appliqué, sauf dans un département d'eux-mêmes, c'est le droit de présentation publique. C'est-à-dire la capacité de recevoir une rémunération dans le cadre d'expositions qui ne donnent pas lieu à des ventes d'œuvres. C'est toutes les institutions, ce sont les mairies, et ce sont parfois même les associations qui organisent des expositions et qui sont subventionnées. Concernant les droits, nous venons d'accéder, nous sommes en train d'accéder à la formation professionnelle continue. Pour nous, c'est assez exemplaire parce que c'est la première fois que l'ensemble des acteurs de notre champ professionnel, représentant les diffuseurs, les SPRD, mais aussi les auteurs, se mettent autour d'une table pour négocier et obtenir un droit nouveau pour les auteurs. Il mérite que ce soit développé, par exemple pour obtenir les accidents du travail qui sont encore manquants dans nos droits. Nous avons la maternité, mais nous avons aussi d'autres problèmes. C'est qu'on a l'impression que les artistes ne sont jamais malades. Les plasticiens sont en pleine forme, ils ne sont jamais malades. Voilà. Vous avez l'air vous-même en pleine forme, d'ailleurs. Exactement. Et pourquoi sont-ils jamais malades? C'est parce qu'il est très très compliqué d'obtenir des indemnisations lorsque l'on est malade.
C'est un parcours du combattant. Je souhaite beaucoup de courage. Je m'y suis collée moi-même à la suite d'une fracture. Je vous assure que c'est très, très compliqué. Donc il y a vraiment nécessité de continuer ce travail qui a été fait autour de l'obtention de la formation professionnelle continue pour que l'ensemble de cette profession négocie. Nous avons parlé de couverture conventionnelle, c'est tout à fait possible. Nous sommes assimilés au régime général. Nous n'avons pas d'employeurs, mais nous avons des diffuseurs. Nous avons des SPRD qui contribuent à notre régime. Donc, il faut développer parce que tout est à conquérir dans notre domaine. Voilà. Merci. Alors, Jean-Patrick, je propose que tu poses une, deux ou trois questions, puisqu'il n'y a pas de limite au rapporteur. Plutôt que de répondre au rapporteur, on passera la parole à nos collègues qui souhaitent également poser des questions. Vous aurez globalement un petit quart d'heure pour répondre. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Patrick Bloch, qui est le président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, dont notre mission est issue. Alors, monsieur le rapporteur. Alors, bon, quelques mots avant, très rapide, parce que je sens que le débat va s'emballer. Donc, je confirme qu'on a bien compris la problématique particulière des plasticiens. Et on va la travailler. Et aussi le point sur les réalisateurs. Juste une petite demande, parce qu'on ne va pas reprendre ce débat-là, qui est très complexe, que vous avez évoqué tout à l'heure, sur la directive service. Et notamment, j'ai noté au passage qu'il y avait un distinguo entre le spectacle vivant et l'audiovisuel. Bon, je serais, si vous avez une petite note ou un truc comme ça, m'envoyez parce que j'avais un peu travaillé dans un autre cadre sur la directive service. Là, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. On revient aux annexes. Sur la distinction, vous n'en avez pas parlé, mais je la pose à tout le monde, la question, donc ne croyez pas que c'est une idée, un a priori, une idée préconçue, sur la frontière entre amateur et professionnel, pas toujours facile à faire. Alors, est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut faire une carte professionnelle du spectacle, etc. Quelle est votre position là-dessus? J'imagine que vous en avez une. Vous avez commencé à évoquer, c'est un sujet qui me passionne, la question de formation continue et de l'AFDA. C'est vrai que c'est un secteur très intéressant puisqu'il y a une portabilité forte dans les périodes où on ne travaille pas, mais où on est porté, on est dans l'intermittence. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même encore aller plus loin? On va les rencontrer, hein, mais j'imagine que vous avez quelques réflexions là-dessus. Voilà. Est-ce que vous, sur le recours au CDDU, alors, est-ce qu'il faut l'encadrer plus? Est-ce qu'on a atteint un point d'équilibre? Est-ce qu'il faut faire des distinguos ou des distinctions entre secteurs, spectacle vivant, spectacle enregistré? Voilà. Est-ce qu'il y a des modifications sur le code du travail? Vous avez raison, hein, il va y avoir des négociations cette année. J'ai même vu que vous aviez dit hier, il va y avoir des négociations et surtout des mobilisations cette année. Mais est-ce que dans les propositions, on peut imaginer la question de moduler les cotisations en fonction du recours qui est fait par les employeurs au CDDU? Voilà. Est-ce que c'est une bonne piste? Voilà, je vais m'arrêter là. J'en aurai bien d'autres. Merci. Je vais m'arrêter là. Sur la carte professionnelle, aussi bien Patrick Bloch que Marcel Rogemont qui ont vécu la précédente étape, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une position bien arrêtée. Mais Jean nous confirmera ça. Quels sont celles et ceux de nos collègues qui souhaitent intervenir? Marcel Rogemont, Martine Martinel. Oui. Excusez-moi de vous donner des nombres, mais c'est pour avoir un peu votre réaction sur l'évolution des annexes 8 et 10. Si je prends 2003 et 2011 en comparaison, sur l'annexe 8, 21 800 personnes de plus indemnisées pour un coût supérieur de plus 315 millions d'euros. Sur l'annexe 10, c'est 19 516 personnes en moins qui sont indemnisées pour un coût de moins 146 millions. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde le poids du régime de l'intermittence dans la rémunération totale des personnes
je note que sur l'annexe 8, la part de ressources liées à l'intermittence, à la période d'intermittence, décroît dans les revenus des personnes qui sont à l'annexe 8. Alors que dans l'annexe 10, c'est tout le contraire, et même sensiblement le contraire. C'est-à-dire que les personnes qui sont à l'annexe 10, globalement, il y en a moins et ça coûte moins cher. Et le poids des ressources qu'ils peuvent tirer de quelque chose qui se réduit est de plus en plus important pour les artistes, puisque c'est l'annexe 10, ce sont les artistes. J'aurais aimé avoir votre réaction sur cela. Alors les nombres que j'évoque, Jean, je te voyais fulminer sur ton siège, ce sont des éléments avérés, quoi. Merci. Martine Martinel. Monsieur le Président, merci. Peut-être avez-vous évoqué, avant que je n'arrive, le point que je voudrais souligner, j'aurais voulu connaître la façon dont vous appréciez l'usage de l'intermittence, vous avez parlé tout à l'heure de la permittence, qui est faite dans l'audiovisuel public comme dans l'audiovisuel privé. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Bon, alors vous avez presque un quart d'heure pour nous faire le point et le mot de la fin. Je vais commencer par les chiffres. Si vous... Oui, allez-y. Question complémentaire, là, toujours sur l'indemnisation. Est-ce qu'il faut sur la question des plafonds de cumul et puis les plafonds tout court d'indemnisation? Jean, la question est posée. Allons-y. Je vais commencer par les chiffres, parce que, Marcel, je ne fulmine pas. Simplement, on compare ce qui n'est pas comparable, parce que le champ d'application de chacune des annexes a été modifié. Je m'explique. En 2003... je comprends ce que tu veux dire, mais le raisonnement que je tiens, Jean, je peux te le garantir, même en prenant 2004, puisque j'ai eu le tort de prendre 2003, mais même si je prends 2004, les nombres sont légèrement différents, mais ne changent pas la nature de mon propos. Marcel, ce que je peux dire ici, c'est que dans l'annexe 10, les techniciens du spectacle vivant étaient dans l'annexe 10. Maintenant, tous les techniciens sont dans la même annexe, à savoir l'annexe 8. Donc, bien évidemment, la comparaison est malaisée. Par ailleurs, sur les chiffres, ne croyez pas tout ce qui est écrit, y compris dans les rapports de la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes, premièrement, ils prennent pour argent comptant des données statistiques qui viennent de l'assurance chômage, qui sont très contestables. Je vais vous donner un exemple d'actualité. Désormais, il y a Pôle emploi. Pôle emploi est organisé en régions. C'est régional. Je prends l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est grosso modo 48% des allocataires des annexes 8 et 10. Ça, c'est source Pôle emploi, hein, Île-de-France. Quand on regarde les statistiques sur 2011, il y a un écart de 15 à 20 000 salariés. Alors, on se dit, c'est quand même curieux. L'UNEDIC donne des chiffres consolidés de l'ordre de 100 000, autour de 100 000 pour aller vite. Et si on regarde Pôle emploi, ça serait plutôt 85 000. Donc nous nous sommes posé la question. Je pense que nous avons la réponse. L'UNEDIC part du principe qu'un salarié, lorsqu'il demande des droits aux annexes 8 et 10, c'est de l'annexe 8 ou 10. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des salariés qui étaient dans les annexes 8 et 10, 8 ou 10, et qui basculent dans le régime général. Et qu'est-ce que fait l'UNEDIC? Ils n'en tiennent pas compte. Autrement dit, sur l'Île-de-France, je vous donne un exemple. Il y a 15 000 salariés qui ont demandé une ouverture de droit dans les annexes 8 et 10, qui ont été basculés dans l'annexe 4. Vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, ce type de mélange ne permet pas d'avoir un débat serein et objectif. J'ai eu l'occasion de le dire récemment aux services concernés. Il n'y a pas de statistique qui dit la même chose. Bon. Donc ça, c'est pour les chiffres. La permittence, elle existe dans le public, mais aussi dans le privé.
Vous avez vu que récemment, M. Patrick Lelay, l'ancien président de France Télévisions, d'ailleurs, a été condamné par le tribunal correctionnel de TF1, pardon, pour abus du recours au CDD, à l'intermittence de l'emploi. Donc TF1 trichait. Aujourd'hui, paraît-il, ils ne trichent pas. Je vous rassure, ils trichent toujours. Ils ont créé des boîtes à côté, des boîtes relais, où là, c'est plus marqué TF1 SA, c'est marqué autre chose, mais c'est le recours à l'intermittence comme avant. Je vous rassure, France Télévisions fait pareil. Ils font tous pareil. Il y a des abus en matière de recours à l'intermittence importants. Et la permittence, nous l'avions dit en 2003, doit être combattue. Et c'est pour ça qu'ailleurs, que nous avons des propositions alternatives qui permettraient, je ne dis pas de régler le problème, mais de limiter le problème. C'est la fameuse question du plafonnement des revenus issus du travail et des allocations chômage. On est dans une situation de fou. Quelqu'un qui gagne bien sa vie, j'aime pas, je m'en prends pas aux riches, mais quelqu'un qui gagne bien sa vie sur une courte période et qui est indemnisé le reste du mois, c'est un truc de fou, quoi. C'est le monde à l'envers. Le système d'assurance chômage, comme son nom l'indique, c'est un revenu de complément. C'est un revenu de remplacement, mais pas de complément. Or, avec ce système actuel, dans bon nombre de cas, c'est un revenu de complément et ça ne va pas. Nous le disons depuis 2003, on ne nous écoute pas, mais dans la négociation de 2006 à laquelle nous participions, nous avions fait des propositions de plafonner le cumul allocation chômage et revenus d'activité salariée. On avait eu un chiffrage et quand ce chiffrage a été mis sur la table, c'était une économie de 30%, de l'ordre de 25 à 30%. Un certain Gauthier Sauvagnac, qui désormais est célèbre, pour d'autres raisons, il a dit on n'en parle pas. Eh bien voilà, nous disons il faut en parler, il n'y a pas de question taboue. La négociation, c'est ça. La négociation doit être loyale, toutes les parties doivent avoir le droit à la parole. Et toutes les propositions doivent être expertisées. Et si on n'aborde pas ces questions-là, eh bien je vous le dis, la dérive continuera. Alors, dernière chose, sur les cotisations. Il y a les propositions de Minguer. Nous, on pense que ça vaut le coup de regarder. On est pour étudier sérieusement cette piste-là. Mais il peut y en avoir d'autres. Modulation. Il y a plusieurs façons de procéder. Il y en a une qui est simple et qui, pour nous, relève du bon sens. C'est qu'on a actuellement un plafonnement des cotisations qui n'a aucun sens dans nos secteurs d'activité. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir sur une courte période des gens qui gagnent de hauts revenus. Et comme c'est limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale, la cotisation, vous imaginez, c'est ridicule. Donc il faudrait voir cette question de plafond, il faudrait remonter le plafond pour avoir des recettes supplémentaires. Le plafond de cotisation, oui, parce que vous imaginez bien que quand c'est 4 fois le plafond de la sécurité sociale pour un rôle tenu par Depardieu, tout le monde se tape sur le ventre. C'est rien du tout. Et puis, deuxièmement, oui, la modulation, c'est sûrement une piste pour responsabiliser les entreprises, avec quand même un petit bémol. C'est que dans les secteurs où c'est de l'intermittence 100%, ça peut faire du bruit. Je prends un exemple. Tout le secteur de la production cinématographique. Il n'y a pas de salariés engagés pour le tournage d'un film en contrat à durée indéterminée. Par nature, c'est du CDD-U. Donc il faut regarder ça. Mais l'idée de responsabiliser financièrement les entreprises est, à notre sens, une piste qu'il faut explorer. 3 petits points pour répondre à vos questions, si vous voulez bien.
Sur les petits points, d'abord sur la protection sociale. On vous demande de considérer quand même qu'il y a une injustice totale pour les chômeurs, dont les intermittents, c'est que les allocations chômage ne cotisent pas à la CNAV. Et quand vous arrivez, alors évidemment, on est dans un secteur où on n'y pense pas, mais c'est quand vous arrivez au moment de la retraite, ça fait très très mal. Premier point. Deuxième point, vous nous parlez du recours au CDD. La branche du spectacle vivant est la seule qui a abordé et qui a un accord collectif transversal sur tout le spectacle vivant, sur la politique contractuelle et le recours au contrat déterminé, dont les CDD dits d'usage, qui tient compte de la directive 99/110 de l'Union européenne et de la jurisprudence et de la version de la jurisprudence de la Cour de cassation sociale sur la requalification des contrats de travail. Donc nous souhaitons effectivement encadrer les recours abusifs au CDD. Il y en a encore plein, soit pour des artistes, soit pour des techniciens dans nos entreprises. Vous nous avez parlé de distinction entre amateurs et professionnels. On n'a pas le temps de développer là-dessus. Disons qu'une des attaques principales à la présomption de salariat, à la rémunération des artistes dans nos secteurs d'activité, c'est le recours abusif à la pratique en amateur. Nous, on est pour l'exposition de la pratique en amateur. Il y avait un décret de 53 qui devait l'encadrer. On ne va pas aller dans les détails, mais aujourd'hui, une des armes principales qui joue sur la précarité des artistes qui ont décidé de vivre de leur métier, c'est la concurrence déloyale que leur amène la pratique en amateur. Nous sommes pour la développer, pour la laisser à sa place, et non pas pour qu'elle joue un rôle économique de concurrence déloyale. Bon, moi, je voulais dire deux choses là-dessus. Il y a un autre point qui est très important par rapport à la situation des artistes et à leurs droits sociaux, c'est les abattements que vous pouvez avoir dans les contrats de travail pour frais professionnels de 20 ou 25%, qui sont une facilité pour l'emploi donnée aux employeurs, qui baissent les cotisations, mais qui baissent aussi l'ensemble des droits sociaux des artistes-interprètes. Moi, j'ai fini là-dessus, mais j'ai une question à vous poser, excusez-moi. Non, c'est pas prévu, mais je vais vous la poser quand même. On est donc en 2012. La réforme de l'assurance chômage continue de faire ses ravages. On n'a pas le temps de développer, mais on vous enverra des notes. La situation n'a pas changé depuis 2006. Pensez-vous déposer et faire adopter la PPL qui avait été élaborée à ce moment-là, qui est toujours d'actualité? Merci. Merci. Sur la fin. Il devrait faire de la politique, peut-être. Tu veux compléter Non. Non. Très bien. Oui, il y a une question. Nous ne sommes pas pour la carte professionnelle. Premièrement, elle serait illégale au regard de la législation européenne. Donc, et puis en plus, ça ne réglera rien du tout. La meilleure façon de régler le problème, c'est que toute personne qui travaille dans le champ, il n'est pas amateur, il doit être payé. Il doit être payé. Il y a des conventions collectives pour ça. Et puis, éventuellement, s'il n'y a pas de convention collective, il reste encore le SMIC. Mais la réponse, c'est celle-là. Si l'employeur engage quelqu'un, eh bien, il doit le payer. Voilà. C'est ça la solution. Mais ce n'est pas la carte professionnelle. La carte professionnelle ne règle absolument rien. Un petit point, un tout petit point, je suis désolé. Je ne vais pas développer, mais nous sommes complètement conscients et nous voulons lutter contre la part trop importante que prend le chômage dans les revenus des artistes-interprètes. C'est pour ça que nous avons inventé des dispositifs comme des aides à l'emploi dans les hôtels, cafés, restaurants, qui est un dispositif que nous venons d'inventer avec un financement d'aide à l'emploi. Et nous disons, il y a la protection sociale, il y a l'assurance chômage, mais aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide à l'emploi qui existent dans plein de secteurs de l'économie, qui passent par les budgets d'intervention économique des régions, etc. Et nous souhaitons pouvoir y participer. Je prends un exemple. Le président de la République a décidé d'attribuer 170 millions d'aides à l'emploi dans les départements sur contrat de génération, etc. Or, nous mettons en place des dispositifs d'aide à l'emploi artistique dans les petites structures de proximité. Et nous sommes un secteur qui crée
des richesses, qui est essentielle à la vie collective de nos concitoyens. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi nous serions exclus des aides à l'emploi qui existent dans l'artisanat, dans le commerce de proximité. Et nous pensons qu'il faut aider également l'emploi dans nos secteurs d'activité. Et ça, ce n'est pas de la subvention culturelle, c'est de l'aide à l'emploi. Et qu'il faut augmenter la part des revenus qui aujourd'hui sont détournés. Parce qu'on n'a pas parlé du travail illégal, mais il y a des secteurs entiers où la présomption de salariat n'est pas respectée. C'est des tout petits lieux et où on ne paye pas les artistes. Donc je n'ai pas posé la question, mais donc je pense que vous pensez qu'il faut améliorer la lutte contre la fraude. Mais j'avais une question pour conclure, parce qu'on manque de temps, mais vu ce que vous avez dit, est-ce que vous pensez qu'il faut, sur les aides à l'emploi, mais je rebondis, développer l'emploi dans ce secteur, ou est-ce où il faut plutôt stabiliser ceux qui sont déjà en emploi et qui souffrent de précarité? Alors vous allez me dire qu'il faut faire les deux, mais vous voyez l'équilibre à trouver. Il faut que le recours au contrat à durée indéterminée s'applique conformément à la loi. Autrement dit, il faut combattre l'usage abusif au recours au contrat à durée déterminée. C'est ça la grande question. Il faut réguler le secteur. Alors, on y est, à mon sens, on a fait une partie du chemin à travers les accords conventionnels dont nous avons parlé précédemment. Mais pour autant, il y a des situations qui sont scandaleuses. Et c'est pour ça que, par exemple, en matière d'assurance chômage, on dit des choses relativement simples. Il faut une réforme profonde de l'assurance chômage avec un système de plafond qui empêche le cumul de revenus salariés d'un certain niveau avec des allocations chômage. Pendant qu'à côté, il y a des gens qui sont à la rue. C'est ça que nous disons, c'est un principe relativement simple. Et nous pensons que c'est ça, cette question-là, il faut la traiter et aller jusqu'au bout. Alors, allez-y, Monsieur Foucret, et puis nous clôturerons notre session. On a parlé de la permittence dans l'audiovisuel, mais elle existe également dans le spectacle vivant. Le SFA a signé un accord sur le volume d'emploi et la nature des contrats des artistes-interprètes dans les centres dramatiques nationaux, qui sont tout de même les entreprises où il devrait y avoir le plus de pérennité d'emploi pour les acteurs. Il se trouve que les acteurs sont la seule catégorie professionnelle des artistes-interprètes à être interdits de CDI. Ce qui est c'est quelque chose d'unique, y compris dans le monde. Dans la plupart des pays de l'Europe du Nord, les acteurs ont la possibilité d'être des permanents des grandes institutions théâtrales. Et en plus, on voit aussi que ça aide à développer les publics. Donc ça correspond complètement au cahier des charges et aux missions de service public de ces entreprises. Et bien là, nous avons l'exemple d'entreprises subventionnées majoritairement par l'État pour la production, la création théâtrale au service des publics les plus larges, où dans le contrat de décentralisation, il y a encore, même si le nouvel accord qui a été signé et qui est étendu le contredit, mais il y a encore des choses pas claires sur le fait que le directeur, metteur en scène, artiste, n'a pas la possibilité d'engager des acteurs pour un contrat d'une durée supérieure au sien. Ce qui fait que les artistes interprètes, les acteurs, sont interdits de CDI. Or, nous savons que des metteurs en scène travaillent avec les mêmes acteurs de façon permanente depuis parfois jusqu'à 20 ans. Donc, où est... Voilà, hein, il y a un moment donné où, et lorsque, parce que souvent on dit, oui, mais alors il faudrait tout de même pas que les acteurs deviennent des fonctionnaires, mais on ne choisit pas ce métier par sécurité, on peut aussi quitter une entreprise. Et ceux qui ont été à une certaine époque des permanents en contrat à durée indéterminée dans ces entreprises, lorsqu'ils se sont retrouvés au placard, ils sont partis d'eux-mêmes. Ils n'ont même pas réclamé leurs indemnités de licenciement. Donc il faut arrêter, sans doute, mais il faut arrêter avec les fantasmes, quoi. Merci. Alors, nous sommes preneurs de vos notes. En réciprocité, lorsque nous sentirons que la PPL est destinée à bondir, nous vous avertirons. Merci. Bien sûr. Merci à chacune et chacun de vous. Merci.